Le garçon devait attraper 44 lapins chaque jour, mais il ne les mangeait jamais lui-même. Au lieu de cela, il les offrait tous à sa mère Léopard. Cependant, sa mère ne prélevait que les cœurs des lapins, puis jetait négligemment les corps restants. Il s'est avéré que c'était une forêt maudite où tous les animaux vivant à l'intérieur étaient des bêtes démoniaques. Tant qu'ils consommaient les cœurs d'autres bêtes démoniaques, leur propre puissance et vitalité pouvaient être considérablement renforcées. Mais sa mère n'autorisait jamais le garçon à toucher les cœurs, encore moins à les manger, parce que le garçon était un humain ordinaire. S'il mangeait un cœur, il deviendrait une bête démoniaque et ne pourrait jamais quitter la forêt. Cependant, chaque fois que cela arrivait, l'humeur du garçon devenait très basse, parce qu'avec ses capacités, même sans devenir une bête démoniaque, il n'avait pas le pouvoir de franchir la barrière et de retourner dans le monde extérieur. Ce jour-là, il a enfin exprimé ce qu'il avait en tête, mais a été fermement rejeté par sa mère. Parce qu'il y a 20 ans, elle avait vu un humain extraordinairement puissant dans cette forêt. La raison pour laquelle elle l'appelait extraordinaire était que cette forêt avait été laissée par un dieu démon. En dehors des bêtes démoniaques, aucune autre créature ne pouvait survivre. Pourtant, cet humain non seulement a survécu, mais a aussi transformé le camp que le puissant serpent à deux têtes avait péniblement construit en un chaos complet. En entendant cela de sa mère, le garçon voulut immédiatement partir à la recherche de cet autre humain, mais sa mère lui dit que cet humain était probablement déjà mort, car selon ses calculs, il aurait près de 90 ans. Mais le garçon insista. Comme la plupart des mères et des fils, bien que la mère Alaga fût en colère à propos de son départ et marmonna que le garçon était ingrat, elle lui donna quand même l'adresse de l'homme. En regardant la silhouette du garçon s'éloigner, Alaga déclara même que s'il mourait en chemin, elle n'en aurait plus rien à faire. Mais le garçon avait hâte de rencontrer ses semblables. Après tout, il avait été abandonné ici depuis sa naissance et n'avait pas vu un autre humain depuis 10 ans. Bientôt, il arriva à l'endroit mentionné par Ayelaga. Il y avait effectivement une maison en bois ici. Le garçon escalada la clôture pour tout observer autour de lui, mais une grande main le plaqua au sol. Alors qu'une voix tonitruante retentissait, le garçon sentit qu'il pouvait à peine respirer. Il dit « Je suis le fils d'Aylaga, c'est ma mère qui m'a dit qu'un humain vivait ici. » En entendant le nom d'Aylaga, l'homme relâcha effectivement sa main et dit « Je devais une faveur à Aylaga. Si tu as besoin d'aide pour quelque chose, tu peux simplement le dire. Si tu voulais juste voir un autre humain, tu peux repartir maintenant. » En regardant le jeune homme fort de 90 ans devant lui, une certitude se forma dans le cœur du garçon. Cet homme devait avoir un moyen de lui faire quitter cette forêt, alors il exprima son souhait. Mais après l'avoir entendu, l'homme se contenta de rire. Il dit qu'il était bien trop naïf, sans parler de savoir si ses capacités pouvaient franchir la barrière. Le monde extérieur n'était pas aussi merveilleux qu'il l'imaginait non plus. Partout, il y avait des humains brutaux et rusés, pas aussi purs et beaux qu'à l'intérieur de la barrière. Après avoir examiné le garçon plus attentivement, il détermina que le garçon avait une graine des ténèbres en lui, parce que seuls des enfants comme lui étaient jetés dans la forêt. Et la plupart des enfants finissaient de soit manger par les bêtes démoniaques, soit mouraient ici à cause de l'invasion de l'énergie démoniaque, mais c'était précisément à cause de la constitution spéciale du garçon qu'il avait pu grandir paisiblement ici. L'homme lui dit aussi que s'il quittait la forêt, les gens dehors le traqueraient comme une cible. Cependant, ces avertissements ne pouvaient toujours pas ébranler la détermination du garçon à partir. Voyant le garçon si persistant, l'homme le saisit, prêt à lui donner une leçon. Il pensait qu'il se ferait battre par cet homme puissant, mais à sa grande surprise, l'homme voulait seulement lui apprendre à devenir un vrai homme et à devenir plus fort. La première chose fut d'apprendre au garçon à mettre des vêtements pour ne plus courir sauvage dans la forêt comme une bête. La deuxième fut de l'emmener chercher de la nourriture que les humains pouvaient manger. Toutes les créatures ici avaient été corrompues par l'énergie démoniaque. Donc avant de manger, il fallait enlever les cœurs corrompus et démoniaques, puis les laver à l'eau pure de la seule rivière saine. Après avoir fini, l'homme tendit une carotte au garçon. Le garçon hocha la tête en pensant à quel point il était misérable. Avant, en tant que bête, il mangeait de l'herbe, et maintenant, en tant qu'humain, il mangeait encore de l'herbe. Mais l'homme n'avait aucune intention de le laisser tranquille. L'étape suivante était de lui faire subir un entraînement infernal. Chaque jour, il devait porter des seaux d'eau et faire 99 tours de la forêt en courant. Dans la compréhension du garçon, apprendre à être humain n'avait absolument rien à voir avec devenir plus fort. Comme prévu, ses plaintes attirèrent Tmer Aylaga. En voyant son fils qu'elle avait élevé être torturé, Aylaga ne put s'empêcher de se moquer de lui pour s'être infligé cette souffrance. Mais le garçon Helmut était méprisant et déclara même qu'il n'appartenait pas ici et finirait par partir. Cette phrase plongea Aylaga dans une profonde déception. L'enfant qu'elle avait soigneusement nourri depuis sa jeunesse, il était temps de le laisser partir maintenant. Dans les jours suivants, Helmut devint de plus en plus fort sous l'entraînement de l'homme. Son esprit et sa volonté devinrent aussi plus déterminés et il commença même à manger des aliments qui avaient réellement du sens pour les humains. Mais ce n'était que la première étape de son entraînement. Après que son corps soit devenu fort, l'homme d'Arion décida de passer à l'étape suivante. Il fouilla dans des caisses pour trouver un bâton en bois, puis le fit tournoyer. Une lumière dorée éblouissante émana de sa main, suivie d'un grand fracas. Le rocher de la taille d'un éléphant dans la cour explosa instantanément. En regardant les fragments de pierre volants, Helmut resta aussi stupéfait sur place. Il s'émerveilla que Darion puisse avoir un pouvoir de combat aussi redoutable, sans griffes acérées ni dents, et se précipita immédiatement pour attraper sa jambe. Mais Darion ne céda pas, le repoussa d'un doigt, faisant réaliser à Helmut à quel point il était faible. Pendant l'entraînement, il lui montra aussi de première main quel type de structure musculaire pouvait produire un maniement de l'épée parfait. Au fur et à mesure que Helmut se faisait battre de plus
plus en plus, sa maîtrise de l'escrime devenait de plus en plus experte, et il comprit progressivement que l'épée devait devenir une avec l'esprit. C'est ainsi que Helmut s'entraîna jour après jour, jusqu'à ce jour où il alla seul se reposer près de la rivière et vit sa mère longtemps absente d'Ailuga. Sa mère remarqua d'abord que son fils était devenu beaucoup plus robuste, puis se moqua immédiatement en disant que son fils n'était passé que d'un poulet faible à un poulet adulte, pas encore au niveau d'une puissance explosive au combat. Helmut répliqua directement « Tu ne peux définitivement pas battre Darien ». Cette phrase mit Tada en colère au maximum. Après s'être enfin calmée, elle expliqua lentement à Helmut qu'il y avait 3 forces relativement fortes dans cette forêt. La première était Darion, la seconde elle-même, et la troisième était Nash, un serpent géant venimeux à 2 têtes. Si elle et Darion se battaient, ce serpent rusé profiterait certainement de l'occasion pour tous les éliminer. Et l'endroit qu'il occupait était l'existence la plus terrifiante et dégoûtante de cette forêt. Darion avait jadis détruit son territoire, c'est pourquoi Nash lui en voulait depuis. En entendant cela, Helmut montra immédiatement son intérêt pour le territoire de Nash et Laga le laissa faire comme d'habitude et le porta même en vol au-dessus des cimes vers le camp de Nash. Bientôt, ils arrivèrent au-dessus du camp et Laga expliqua patiemment « Cet endroit s'appelle la ferme humaine. On l'appelle ainsi car les humains ici sont tous des enfants abandonnés. Ils ramenèrent les enfants puis les élevaient jusqu'à ce que Nash puisse les manger. » Mais la pensée de Helmut dérivait toujours car il voyait des humains différents de lui. Ayelaga dit que c'était être des femmes humaines, juste un genre différent de celui de Helmut. De plus, ces femmes humaines avaient une situation pire parce que ce que Nash préférait le plus, c'était ses filles à la peau délicate. Ces hommes ne pouvaient travailler dans la ferme que jusqu'à leur mort. En entendant cela, Helmut eut froid dans le dos. S'il n'avait pas été recueilli par Ayelaga, il serait probablement lui aussi en train de travailler à la ferme. Helmut regarda profondément Ilaga. Alors qu'il s'apprêtait à demander quelque chose de plus, Ilaga le tira pour partir, mais à sa grande surprise, une vague d'énergie démoniaque attaqua par derrière. C'était Nash. Ilaga protégea immédiatement Helmut derrière elle en adoptant une posture défensive, mais Nash fixa son regard sur Helmut, allant même jusqu'à railler que la chair du jeune garçon devrait avoir meilleur goût, déclarant qu'il voulait y goûter. Mais Ilaga riposta avec autorité. « C'est mon fils, n'y pense même pas. » Mais soudainement, Nash tendit sa langue vers la tête de Helmut, demandant « Quel est ton lien avec Darion? Pourquoi sens-tu comme lui ?» Helmut était déjà tétanisé de peur à cet instant. Heureusement, Yelaga força Nash à reculer, disant que Helmut venait de voler les vêtements de Darion. Évidemment, Nash ne le crut pas et insista toujours pour manger Helmut. Cette phrase mit Yelaga en colère au plus haut point. Yelaga se transforma alors en mère léopard, protégeant son petit, dévoilant toutes ses crocs et griffes. Heureusement, Nash craignait encore Yelaga, puis dit qu'il n'aimait pas la fourrure sur son territoire et leur ordonna de partir rapidement. Dès que Nash se retourna, Helmut fut si effrayé qu'il s'évanouit. Heureusement, l'enfant se rétablit rapidement et il se réveilla bientôt pour partir avec Ilaga. Sur le chemin du retour, ils eurent rarement des disputes, mais analysèrent calmement la situation actuelle. Ilaga était maintenant plus comme une mère, conseillant à Helmut de rester proche de Darian parce que ses capacités actuelles étaient vraiment trop faibles. En parlant, Iluga sentit l'odeur de Darien et, ne voulant pas le voir, disparut dans la forêt. Darien savait aussi que Helmut était parti errer avec Iluga et ne lui dit que d'un ton léger de rentrer. Puis il porta un fagot d'herbe vers la maison. Mais une fois chez lui, Helmut se retourna dans tous les sens, effrayé par les événements de la journée. De plus, avant de dormir, Darion l'avait forcé à manger de l'herbe empoisonnée et maintenant son estomac avait l'impression que quelqu'un tricotait un pull avec ses intestins. Mais après avoir supporté cela, Helmut semblait être une autre personne. Non seulement son physique devint plus robuste, mais aussi son aura et son pouvoir mental augmentèrent de 10 niveaux. Avec juste une épée en bois, il faillit fendre l'arbre centenaire à l'entrée. Voyant que le moment était propice, Darion décida également d'emmener Helmut à l'étape suivante de l'entraînement, la condensation du pouvoir sacré. Ce pouvoir sacré consistait à utiliser le corps pour absorber l'énergie spirituelle de l'air et la canaliser à travers les bras pour la concentrer sur l'arme, tuant les ennemis en un seul coup. Mais lors de l'utilisation du pouvoir sacré, il ne faut avoir aucune pensée distrayante, sinon on pourrait subir un retour de flamme, causant l'explosion du corps. La première étape de la cultivation était de contrôler sa respiration. Pendant que Darion parlait, il avait déjà commencé à attaquer. Helmut, encore novice, vit rapidement sa respiration perturbée, suscitant la moquerie de Darion. En même temps, celui-ci lui rappelait comment contrôler sa respiration et son aura. Finalement, avec la bénédiction de l'auréole du protagoniste, Helmut lâcha sa première épée de lumière sacrée, mais Darion n'avait aucune intention de lui faire de cadeau. Qu'importe le vent, la neige, le tonnerre ou la pluie, il entraînait sans relâche Helmut de différentes manières. Finalement, après 4 ans, Helmut pouvait déjà fendre un arbre centenaire d'un seul coup d'épée. En voyant cette scène, Darion était également très satisfait, déclarant qu'Helmut pouvait maintenant être diplômé et que s'il voulait quitter cet endroit, il devait le faire rapidement, car la graine des ténèbres dans le corps d'Helmut grandissait et la barrière le considérerait comme une bête démoniaque. Maintenant, il devait se rendre à la partie la plus faible de la barrière au sud. Quant à l'endroit exact, Darion disait ne pas savoir. Le seul à le savoir était Yarugo, le responsable de la ferme humaine de Nash. Après avoir dit tout cela, Darion se sentit le cœur lourd. Parce qu'Helmut avait la graine des ténèbres et qu'il possédait désormais des capacités formidables, il ne pouvait contrôler s'il serait juste ou malfaisant à l'avenir. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était dire à Helmut que quoi qu'il arrive, il devait garder fermement son véritable cœur. Cette nuit fut le jour le plus difficile et confus des 14 ans d'Helmut, car demain il partirait d'ici, quitterait Darion et Alaga et pourrait ne plus jamais revoir ses 2 compagnons qui n'étaient en pas de la famille, mais mieux que la famille. Et Alaga apparut à ses côtés à temps, le réconfortant en lui disant que la vie implique toujours de parcourir de longs chemins. Le lendemain, Yelaga accompagna Helmut pour dire au revoir à Darion, mais trouva Darion assis en tailleur dans la maison.
Helmut essaya de l'appeler, mais découvrit que Darion avait déjà fermé les yeux et avait cessé de respirer. À ce moment-là, il comprit enfin ce que Darion voulait dire hier lorsqu'il disait qu'il devait aussi partir. Après avoir ajusté son humeur, Helmut prit le paquet que Darion avait préparé et se dirigea vers le territoire de Nash. En regardant en arrière vers Ilaga, il la trouva, le regardant avec des larmes aux yeux, mais il se mordit la lèvre. Certaines choses, en fin de compte, doivent être affrontées seules. Helmut tâtonna dans l'obscurité vers la ferme humaine de Nash. Chaque hiver, Nash hibernait et cette période était la plus chaotique à la ferme. Yarugo venait juste de terminer de gérer les affaires de la ferme et n'avait absolument pas perçu l'approche d'Helmut. Ce n'est que lorsqu'une épée fut pressée contre sa gorge qu'il détecta la présence de quelqu'un dans la pièce. Après avoir clairement vu que la personne devant lui était un enfant, il se détendit. Il croyait ne pas perdre face à un enfant et possédait aussi la capacité d'éveiller Nash. Il demanda même à Helmut des nouvelles de Darion. Voyant que Helmut restait silencieux, il devina déjà que Darion était décédé, alors il se moqua de lui sans scrupule. Mais à sa grande surprise, Helmut n'était plus l'enfant faible d'il y a 4 ans. Il déclara directement son intention et pressa son épée contre la gorge de Yarugo. Ce n'est que lorsqu'il vit du sang suinter du cou que Yarugo comprit que cet enfant était une forte personnalité, et même lui, un mage pratiquant la magie noire, pourrait ne pas le battre. Mais Yarugo se débattait encore, affirmant être le seul à savoir comment sortir de la forêt et que s'il était tué, Helmut pouvait oublier toute sortie. Mais évidemment, Helmut était venu préparé. Dès qu'il mentionna que les mages aiment tenir des registres, Yarugo perdit immédiatement confiance et ne put que conduire à contre-cœur Helmut au sous-sol. Mais il rappela qu'aucune personne n'avait réussi à traverser la forêt malgré tous les ans passés, puis il sortit un dictionnaire épais. Le livre indiquait que la partie la plus faible de la barrière était une cascade au sud, qui pouvait laver une partie de l'énergie démoniaque, mais qui pouvait aussi effacer le pouvoir sacré. Dès que la barrière détectait même une trace de pouvoir démoniaque, elle déchirerait la personne en morceaux. Le cœur d'Helmut trembla légèrement. Bien qu'il puisse utiliser le pouvoir sacré pour envelopper la graine des ténèbres dans son corps, s'il enfuyait même une trace, il mourrait sans lieu de sépulture, mais son désir long de plusieurs années de liberté le poussa quand même à avancer. Mais avant de partir, il fallait s'occuper de cet homme détestable, Yarugo. Bien qu'il ne le tuerait pas, le ligoter et le laisser mourir de faim 3 jours était acceptable. Helmut ne s'attendait pas à ce que sa clémence momentanée lui apporte de gros ennuis. Il n'avait même pas encore quitté la ferme. Lorsque Yarugo activa la magie noire pour réveiller Nash endormi et lui raconta tout sur la mort de Darion et ce qui venait de se passer, Nash haïssait profondément Darion. En apprenant que Helmut était un disciple de Darion, Nash ne pouvait bien sûr pas le laisser partir. Il franchit le mur et poursuivit Helmut. À ce moment, Helmut sentait aussi le danger s'approcher car de plus en plus de petites bêtes démoniaques passaient à côté de lui mais ne s'intéressaient pas à lui, fuyaient désespérément en avant. Cette situation ne pouvait signifier qu'une chose, un gros danger arrivait par derrière. En effet, une forte sensation d'oppression venait de l'arrière. Helmut la connaissait trop bien. C'était elle, il y a 4 ans, cette même force l'avait effrayé jusqu'à perdre connaissance. Sans l'aide des Luga, il aurait été digéré plusieurs fois dans le corps de Nash. Mais évidemment, la vitesse et l'énergie démoniaque de Nash étaient trop grandes pour être évitées. La seule chose qu'il pouvait faire était de se battre dos au mur. Helmut prit une posture de combat et Nash était déjà à moins d'1 mètre de lui. Évidemment, Nash ne le prenait pas au sérieux, lui disant d'obéir et de devenir son dîner. Mais les années d'entraînement d'Helmut n'étaient pas vaines. Il redressa le dos, déclarant que s'il ne le laissait pas partir, sa seule option était de tuer Nash avant de partir. Nash fut complètement enragé par ce ton arrogant et lança une attaque directe, mais contre toute attente, son attaque fut parfaitement esquivée par Helmut. C'était également la première fois qu'Helmut voyait la puissance de l'attaque d'une bête démoniaque. Mais Darion lui avait enseigné qu'il devait rester calme, même l'adversaire le plus fort a ses faiblesses. Prenant une profonde inspiration, Helmut trouva la faiblesse de Nash, dégaina son épée, concentra son énergie, sauta, attaqua, tout en un mouvement fluide accompagné d'un cri. L'un des yeux de la tête de Nash fut aveuglé, et Helmut profita de cette occasion pour s'échapper. Mais à sa grande surprise, une scène étrange se produisit derrière lui. Nash mangea en fait son autre tête. On pourrait même dire que cette tête était inutile, et Nash se transforma de serpent à 2 têtes en serpent à 1 tête. Ayant payé un prix aussi lourd, comment Nash pourrait-il facilement laisser Helmut partir? Maintenant complètement frénétique, il ne voulait que déchirer Helmut en morceaux, mais Nash, habitué à voir le monde avec 4 yeux, maintenant qu'il en avait perdu un devant, sa vision était gravement altérée. Après avoir tissé à travers la forêt pendant 2 minutes, il ne pouvait toujours pas verrouiller sa cible. À ce moment, Helmut s'appuyait faiblement contre un arbre, haletant après ce coup fatal porté. Il savait qu'avec ses capacités actuelles, il ne pouvait pas affronter Nash de front. Mais avant qu'il ne puisse penser à une réponse, Nash l'avait déjà trouvé. Malgré l'adversaire puissant et sachant qu'il pourrait mourir de ses mains, Helmut ne renonça pas, dégaina son épée pour se préparer à ce dernier combat. Mais avant qu'il ne puisse balancer son épée, une autre énergie démoniaque familière apparut à ses côtés. C'était sa mère, Ayelaga. Ayelaga savait qu'elle ne pourrait pas ébranler la détermination d'Helmut de partir, alors elle le protégeait silencieusement dans son dos. En voyant l'énergie démoniaque montant ici, elle comprit qu'Helmut était en danger. Face à Ayelaga, qui était aussi une puissante bête démoniaque, Nash était quelque peu méfiant. Après tout, il avait déjà souffert à ses mains. Ayelaga exhorta Helmut à partir, affirmant que même lorsque Nash avait 2 têtes, il n'était pas de taille face à elle. Maintenant qu'il ne lui restait qu'une tête, il y avait encore moins à craindre. Mais Helmut, à ce moment-là, était très obstiné. Il disait vouloir vivre et mourir avec Ayelaga.
Regardant son fils obstiné devant elle, Ailaga ne put s'empêcher de s'emporter, disant que s'il ne partait pas maintenant, il passerait vraiment le reste de sa vie avec elle pour toujours. Comme prévu, cette méthode fut la plus efficace. Avec le rugissement d'Ailaga, Helmut poursuivit sa route avec son épée. Pendant qu'Ailaga engageait un combat féroce et sans précédent avec Nash, Helmut rencontra en chemin de nombreuses autres bêtes démoniaques, mais ses capacités suffisaient entièrement à les tuer. Enfin, après avoir couru frénétiquement pendant 2 jours et demi, il atteignit la cascade au bord de la barrière. Alors qu'il se préparait à combattre pour la liberté, une pluie de plumes tomba soudainement du ciel. Helmut fut à nouveau frappé par une puissante énergie démoniaque. Il s'avéra que c'était le domaine d'une autre bête démoniaque, Ygral. En voyant cet enfant humain qui avait pénétré, sa première pensée fut comment le manger, mais il sentit ensuite l'odeur d'Ailaga et de Nash sur Helmut. Chacun était souverain de son propre territoire, restant essentiellement isolé, pourtant cet enfant devant lui portait leurs 2 odeurs. Cela éveilla la curiosité d'Ygral. Il demanda rapidement à Helmut à qui il appartenait. Helmut ne le cacha pas, lui disant directement qu'Ailaga était sa mère. Cela rendit Ygral encore plus incrédule. Une nature de bête démoniaque. Yggdrasil n'avait aucune intention de le laisser partir, lui disant plutôt de se préparer à mourir. Helmut chercha en permanence dans son esprit les paroles que Ailaga lui avait dites auparavant. C'est exact, c'était ça. Yggdrasil était une bête démoniaque avec une curiosité extrême. S'il était témoin de quelque chose d'inédit, il lui épargnerait sûrement la vie. Helmut décida immédiatement de parler à Yggdrasil de son désir de quitter la forêt. Mais après l'avoir entendu, Yggdrasil laissa échapper un rire méprisant. Car il avait aussi vu que Helmut abritait la graine des ténèbres. S'il forçait le passage à travers la barrière, il serait dévoré sans laisser de traces. Il dit aussi que puisqu'il allait de toute façon mourir, autant mourir dans son estomac. Mais Helmut dit fermement que de nombreux humains étaient tombés dans la forêt noire, mais lui était le seul à pouvoir traverser la barrière. Manquer cette chance, c'était ne jamais assister à un tel moment dans sa vie. En regardant l'Helmut déterminé, la puissante curiosité de Yggdrasil fut éveillée. Peut-être que cet enfant était vraiment la seule personne à pouvoir réussir à quitter la barrière, et Helmut s'envola directement vers la cascade. Alors que le pouvoir sacré l'enveloppait, Helmut rassembla la puissance dans ses mains, déchirant un passage sous la cascade et la puissante résistance de la barrière. Mais la barrière était conçue pour protéger les humains et possédait des capacités évolutives puissantes. Tant qu'elle percevait ne serait-ce qu'une trace d'énergie négative, la purification se déclenchait automatiquement. Bien qu'Helmut eût un pouvoir sacré, la force évolutive continuait de le traverser, perçant son corps. À ce moment-là, Helmut était lui-même confus. Dans le monde des bêtes démoniaques, il l'appelait humain. Mais quand il voulait retourner dans le monde humain, il était traité comme une bête démoniaque. Où était exactement sa place? À mesure que sa conscience s'estompait, Helmut ne put plus réfléchir à ces questions et tomba dans les ténèbres infinies. Lorsqu'il se réveilla à nouveau, il avait déjà été sauvé par un groupe d'humains. Pour dissimuler son identité, Helmut mentit en disant qu'il souffrait d'amnésie, ne se souvenant que de son nom et qu'il connaissait le maniement de l'épée. Ces paroles rendirent de ses sauveteurs très heureux car ils formaient un groupe de mercenaires, et ce dont ils avaient le plus besoin étaient des personnes possédant un fort pouvoir de combat. Ainsi, Helmut commença son voyage dans le monde humain avec le groupe de mercenaires de Tanya. Mais l'aura étrange d'Helmut éveilla la curiosité de tout le groupe de mercenaires, bien que tous restassent très tolérants envers lui. Après tout, avoir une amnésie, quelques bizarreries était normal. Il s'inquiétait même pour sa santé, l'emmenant voir un médecin en ville, puis le ramenant au camp des mercenaires. Mais Tanya était très curieuse de savoir à quel niveau se situait réellement le maniement d'armes d'Helmut, alors elle le tira immédiatement vers le terrain d'entraînement. Tout le monde pensait qu'Helmut était fou. Après tout, Tanya était l'élite du groupe de mercenaires. Elle pouvait abattre 4 hommes en 3 minutes. Bien que la force d'Helmut ne fût pas faible, il venait tout juste de sortir de la forêt noire et son pouvoir sacré n'était pas encore rétabli, ce qui rendait ses mouvements un peu lents, et même s'il avait déjà repéré l'ouverture de Tanya, son corps ne répondait pas, incapable de frapper précisément. Ainsi, Helmut fut vaincu par Tanya en 1 minute, mais plus que la défaite, ce qui fut plus difficile à accepter, c'était qu'Helmut sentait que son corps avait changé. À ce moment, un homme dit « Tu as réussi le test, désormais tu es membre des mercenaires ». Il s'avéra que le test venait juste de montrer à tout le monde sa force. Bien qu'il ait perdu face à Tanya, sa puissance était bien supérieure à celle des gens ordinaires. Mais Helmut tomba dans la confusion, car quand il était dans la forêt noire, Darion lui avait dit que la plupart des humains étaient fourbes et sournois. L'aider ainsi sans raison, pourrait-il y avoir un piège derrière cela? Alors il demanda, si un jour je récupère ma mémoire et veux partir, y aura-t-il un prix à payer? Mais le chef lui dit de ne pas s'inquiéter. Tant qu'il accomplissait les missions en cours, tout allait bien. Cela rassura aussi Helmut. Il décida de rester pour l'instant avec le groupe de mercenaires pour s'adapter à la société humaine, tout en explorant ses propres origines. Car avant de partir, Ailaga lui avait donné une étiquette avec un nom, disant que c'était ce qu'il portait lorsqu'il avait été jeté dans le groupe de mercenaires pour accomplir une mission d'escorte. Mais Helmut semblait distrait sur la route car sa défaite face à Tanya la veille l'avait beaucoup contrarié, bien qu'il ait aussi essayé de récupérer son pouvoir sacré au terrain d'entraînement la nuit dernière. Peu importe ses efforts, il ne parvenait pas à le rassembler. Tout au long du voyage, il cherchait des moyens de restaurer sa force. Mais à mi-chemin, une autre équipe de mercenaires chargés de la garde arrière les provoqua, allant jusqu'à se moquer d'Helmut. Mais Helmut ne voulait pas leur prêter attention. Pourtant, ces mercenaires hostiles n'avaient aucune intention de le laisser passer. Profitant du fait qu'un mercenaire de niveau 4 venait à la rivière pour chercher de l'eau, ils le suivirent, marchèrent sur le petit garçon et le clouèrent au sol, lui ordonnant d'appeler vite Helmut. Mais contre toute attente, Helmut était déjà proche. Voyant leur compagnon malmené, il sortit sans expression, mais l'autre partie ne cherchait pas la bagarre. En fait, ils avaient percé l'identité d'Helmut.
Il voulait juste confirmer à quel point les capacités de combat d'une bête démoniaque étaient puissantes. 3 personnes encerclèrent Helmut, prêtes pour un grand combat, mais la force d'Helmut n'avait pas encore complètement récupéré. Il ne savait pas s'il pourrait battre 3 personnes, mais son endurance psychologique acquise lors de longs entraînements le fit décider d'adopter la stratégie de les affaiblir un par un. Profitant de l'inattention du gros, il le renversa d'un seul coup de poing. Alors qu'il se préparait à attaquer les 2 autres, la voix de Tanya retentit. Plusieurs personnes arrêtèrent aussi de se battre, car les 3 hommes réunis n'étaient pas de taille face à Tanya. Ils ne purent que sourire avec regret envers Tanya, disant que c'était juste une plaisanterie masculine, mais cela fit sans doute d'Helmut la cible des hommes qui n'avaient pas encore déchargé leur colère. Cette mission nécessitait de traverser les terres sombres où vivaient les bêtes démoniaques, donc il devait trouver un moyen de récupérer rapidement sa force. Sinon, en rencontrant une bête démoniaque aussi puissante que le serpent à 2 têtes Nash, il ne pourrait pas se protéger, mais malheureusement, dès leur entrée dans les terres sombres, le groupe de mercenaires rencontra une bête démoniaque sortie pour chasser. Cette bête démoniaque avait une tête de lion et des mains de gorille, aussi repoussantes que possible, et dès qu'elle vit des humains, elle les écrasa directement et les fourra dans sa bouche. Ceux qui voulaient résister furent aussi déchirés d'un seul coup de paume. Mais les mercenaires n'avaient pas peur, car tuer des bêtes démoniaques faisait partie de leur quotidien. Mais avant qu'ils ne puissent agir, la bête démoniaque poussa un cri d'appel. Il s'avéra que ce gars appelait des compagnons. Bientôt, les mercenaires furent encerclés par des bêtes démoniaques, et Helmut, qui aurait dû sortir combattre en tant que plus fort, fut tiré par ses compagnons pour se cacher sous le chariot, car son statut actuel était celui d'un mercenaire de niveau 4 sans qualification pour entrer au combat. Et Helmut comprenait aussi au fond de lui que son pouvoir sacré n'était pas encore rétabli, donc même s'il sortait, cela ne servirait peut-être à rien. Il regarda donc silencieusement la bataille devant lui. Heureusement, les mercenaires de niveau 2 et plus dans le groupe pouvaient utiliser le pouvoir sacré, et les bêtes démoniaques moins puissantes pouvaient aussi être gérées par les mercenaires de niveau 3. En voyant les mercenaires coopérer de façon ordonnée, Helmut sembla comprendre pourquoi les humains ne vivaient pas seuls comme les bêtes démoniaques, parce qu'ils avaient besoin de coopération pour libérer une plus grande puissance. Devrait-il aussi chercher un tel groupe à l'avenir pour devenir encore plus fort? Juste au moment où il était distrait, les mercenaires avaient beau déjà éliminer la plupart des bêtes démoniaques, il ne restait plus qu'un chef redoutable à gérer. Alors qu'il décidait de porter le coup final, la bête démoniaque s'enfuit comme si son arrière-train était en feu. Les mercenaires prévoyaient de la poursuivre. Après tout, leur mission payée cette fois était d'escorter des marchandises, pas de chasser des bêtes démoniaques. En regardant les cadavres de bêtes démoniaques éparpillés au sol, le chef dit à tout le monde de nettoyer rapidement le champ de bataille, collecter les peaux des bêtes démoniaques et les graines des ténèbres de leur corps. Car au marché noir, tout cela était un trésor précieux, surtout les graines des ténèbres. On pouvait en tirer des dizaines de milliers. Et l'explication du chef sur les graines des ténèbres était similaire à ce qu'Helmut avait entendu auparavant. Une fois placé dans le corps, on devenait corrompu par la démence. Les personnes nées avec les graines des ténèbres dans leur corps étaient immédiatement exécutées. Car en grandissant, les graines des ténèbres contrôlaient leurs pensées, puis ils devenaient des démons meurtriers. Mais le chef dit à Helmut de ne pas s'inquiéter. Après tout, ces petites graines ne pouvaient jamais grandir, mais Helmut savait bien car il était l'un de ses bébés et il avait grandi. Deviendrait-il une bête démoniaque à l'avenir? Serait-il sans cesse traqué par les humains? Helmut tomba dans une profonde réflexion, mais personne ne remarqua son expression. Au lieu de cela, ils le pressèrent, lui et Fan, qui était aussi un mercenaire de niveau 4, de s'occuper des bêtes démoniaques. Mais quand Fan sortit un couteau pour disséquer la bête démoniaque, une qui n'était pas complètement morte attrapa la gorge de Fan. Heureusement, Helmut fut rapide, dégainant son épée et tuant la bête démoniaque d'un seul coup. Et cette victoire fit aussi ressentir à Helmut son pouvoir sacré se rétablir quelque peu. Tanya, qui était proche, remarqua aussi qu'Helmut possédait un pouvoir sacré, mais Tanya n'y crut pas. Elle pensa s'être trompée. Après tout, lorsqu'il avait combattu avec elle il y a 2 jours, il était encore un faible. La nuit, pour vérifier si son pouvoir sacré avait vraiment récupéré, Helmut rassembla secrètement son énergie dans les bois, découvrant qu'il avait effectivement récupéré 90% de son pouvoir sacré et lui faudrait environ 1 jour de plus pour une récupération complète. Avec la récupération du pouvoir sacré, la perception d'Helmut augmenta aussi de plusieurs niveaux. Il sentit clairement que la bête démoniaque qui s'était enfuie dans la journée était toujours proche. Il n'osa pas baisser sa garde, pensant à trouver rapidement un endroit pour se reposer. Mais contre toute attente, un membre du groupe de mercenaires de Terek qu'il avait affronté dans la journée posa son regard sur lui, allant même jusqu'à préparer une attaque surprise. Mais à ce moment-là, Helmut avait déjà récupéré son pouvoir sacré. Il ne le prit donc naturellement pas au sérieux. Et le comportement de cet individu pendant la journée dégoûtait profondément Helmut. Mais ce gars ne semblait pas remarquer la différence chez Helmut, lançant directement un coup de poing volant vers lui. Mais contre toute attente, Helmut le saisit d'une main. D'une légère force, il fut projeté à 5 mètres de distance. Mais il n'admettait absolument pas la défaite, déclarant qu'il tuerait Helmut. Alors que les 2 silhouettes se chevauchaient avant qu'il ne puisse frapper, d'un seul coup d'épée de Helmut, les jambes de l'homme furent tranchées. À ce moment-là, l'homme vit aussi clairement la force de Helmut. Il voulait maintenant juste s'enfuir. S'échapper et retourner au camp pourrait lui permettre de survivre. Mais en regardant l'homme qui se débattait devant lui, Helmut se sentit étrangement excité. Une voix émergea soudainement dans son cerveau. Tue-le, tue-le. À cet instant, Helmut sentit qu'il était rongé par la graine des ténèbres. Il était sur le point de devenir une bête démoniaque inhumaine. Heureusement,
Malheureusement, au dernier moment, il utilisa sa volonté pour repousser l'énergie démoniaque. Il se répétait sans cesse « Je suis humain, pas une bête démoniaque ». À ce moment de regain de clarté, cet homme avait déjà rampé loin, mais ce gars n'eut pas la même chance. Car avant qu'il puisse ramper jusqu'au camp, il fut pris pour cible par des bêtes démoniaques qui se cachèrent à proximité. Au moment où Helmut arriva, cette personne était déjà devenue le goûter de minuit des bêtes démoniaques. Mais quand la bête démoniaque vit Helmut, elle afficha une expression de peur. Parce que la lumière sacrée émanant de son corps suffisait à tuer les bêtes démoniaques. Mais avant qu'Helmut ne frappe, la bête démoniaque s'enfuit à nouveau, juste au moment où Helmut regrettait que les bêtes démoniaques soient meilleures que les humains pour évaluer les situations. Les autres membres du groupe de mercenaires entendirent aussi les bruits et accoururent. Helmut paniqua. Comment pouvait-il expliquer qu'il avait rencontré une bête démoniaque et qu'il s'en était sorti indemne? Il ne pouvait certainement pas leur révéler qu'il possédait un pouvoir sacré. Finalement, il décida de dire une demi-vérité. Il déclara directement qu'il avait été suivi par cet homme, mais que ce dernier avait rencontré une embuscade de bêtes démoniaques, ce qui l'avait fortuitement sauvé d'un désastre. Les deux groupes de mercenaires eurent un différend à ce sujet, surtout Tanya qui pensait que l'autre groupe cherchait délibérément des ennuis, disant que si l'autre groupe ne disciplinait pas correctement son personnel, elle ne serait plus polie à l'avenir. Et l'autre partie admit également sa faute, déclarant que la personne était déjà morte et que des incidents similaires ne se reproduiraient plus. Avec cela, l'affaire fut close, mais de façon inattendue, de retour au camp, Tanya, qui venait de défendre Helmut, lui donna un coup de poing sur la tête en le réprimandant pour être sorti seul tard dans la nuit. S'il devait sortir, il aurait dû la prévenir pour qu'ils y aillent ensemble, au moins elle aurait pu le protéger. Après avoir grondé Helmut, Tanya lui frotta la tête comme une sœur le ferait. À cet instant, Helmut eut l'impression d'être revenu au jour passé dans la forêt sombre avec son maître. Il comprit enfin que c'était une émotion proprement humaine, le sentiment d'être pris en charge par les autres. Son cœur trembla légèrement. Tôt le lendemain matin, le chef ordonna à tout le monde de partir immédiatement car ils avaient déjà perdu 3 compagnons en une seule journée. Continuer le combat ne ferait que causer des pertes inutiles. Mais avant qu'ils ne partent, une autre vague de bêtes démoniaques descendit du ciel. Helmut et Fan restèrent dans la carriole, mais Helmut ne resta pas oisif. Il usa de son pouvoir sacré pour percevoir que le chef de ces bêtes démoniaques se trouvait à l'arrière de leur formation. Cependant, il n'attaquait pas, envoyant plutôt de petites proies à la mort. Quel était son but en faisant cela? Helmut était perplexe, mais il obtint bientôt sa réponse, parce que les mercenaires avaient là tous été blessés pendant la bataille, certains légèrement, d'autres gravement. Les bêtes démoniaques poursuivaient leurs attaques incessantes, essayant d'épuiser la force des mercenaires. Le chef et Tanya semblaient s'en rendre compte, mais ne pouvaient pas trouver de solution. Après tout, ils n'avaient d'eau que peu d'hommes. Et les mercenaires de Tariq, qui devaient couvrir l'arrière-garde, avaient un énorme conflit avec eux et ne les aideraient certainement pas. De plus, ce groupe de mercenaires était tristement célèbre pour sa cruauté et sa ruse. Il tramait probablement quelques mauvais coups en ce moment. En fait, le soupçon de Tanya n'était pas faux. À ce moment-là, le chef de la troupe de mercenaires responsable de la garde arrière était dans la carriole du commanditaire. Il suggéra que le groupe de Tanya éloigne les bêtes démoniaques. Tandis que lui et le commanditaire s'échappaient avec la cargaison, en entendant cette suggestion, le commanditaire déclara franchement qu'elle était immorale, mais le chef répliqua directement que conscience et honneur étaient des choses extérieures à présent, qu'il fallait oublier si la cargaison pourrait atteindre sa destination, même si la survie du commanditaire était incertaine. Comme prévu, le commanditaire fut persuadé et décida de mettre en œuvre ce plan méprisable. Le lendemain, dès leur départ, la carriole d'escorte fila à toute vitesse, abandonnant directement le groupe de Tanya derrière. Avant qu'ils ne puissent réagir, ce groupe avait déjà pris la fuite. Et à ce moment, une nouvelle vague d'attaques de bêtes démoniaques se précipita sur eux. Face à la horde écrasante de bêtes démoniaques, les mercenaires peinaient. Voyant ses compagnons tomber et être blessés un par un, Helmut prit une décision. Bien que son maître lui ait dit de ne pas faire confiance aux humains, il sentait que ces gens n'étaient pas le côté sombre de l'humanité. Il méritait sa confiance. Il cessa de se cacher, tira son épée et rassembla son pouvoir sacré, traçant dans l'air des entailles continues en forme de croix. En une seule minute, il avait massacré plus de 100 bêtes démoniaques. Cette opération laissa les membres du groupe de mercenaires stupéfaits, disant que Tanya avait ramassé une sorte de bête démoniaque. Mais face aux incessantes questions de tous, Helmut choisit encore de cacher la vérité. Il affirma qu'il venait de récupérer physiquement, mais que sa mémoire n'était pas revenue. Avec cette déclaration, tout le groupe de mercenaires se sentit plutôt stupide. Demander à un amnésique comment il était devenu aussi habile était en effet assez absurde. Ayant résolu la crise immédiate, tout le monde décida à l'unanimité de rattraper le groupe en avant. Il les avait abandonnés en tant qu'appât, ce qui était simplement trop scandaleux, et le paiement n'avait pas encore été réglé. Il devait récupérer cet argent coûte que coûte. Mais avant même d'avoir avancé de quelques mètres, Helmut leur fit arrêter, parce qu'il sentit que le groupe en avant avait déjà été capturé par le chef des bêtes démoniaques. Il leur faudrait 1 heure pour atteindre le champ de bataille. À cette déclaration, le chef fut choqué sur place, car même en tant que mercenaire de niveau 2, il ne possédait pas de telles capacités. Mais il se sentit ensuite chanceux. Helmut avait été sauvé par sa sœur Tanya, donc au moins pour l'instant, il était de leur côté. Pendant ce temps, la situation du régiment de Tariq qui courait devant n'était pas optimiste. Juste comme Helmut l'avait pressenti, ils étaient assiégés par un groupe de bêtes démoniaques et leur chef. Mais le régiment de Tariq n'était pas du tout à la hauteur face aux bêtes démoniaques, et la puissance de combat du chef des bêtes démoniaques était véritablement redoutable. Voyant qu'il ne tiendrait pas longtemps, le chef du régiment de Tariq abandonna le commanditaire et ses coéquipiers et prit la fuite. Cette opération fit jurer de rage le commanditaire. Il dit que c'était de sa faute d'avoir été assez aveugle pour faire confiance à un scélérat aussi traître, mais le regret était inutile maintenant car la bête démoniaque avait déjà commencé à détruire sa carriole et son serviteur avait également été capturé par la bête démoniaque. Juste au moment où il pensait être le
prochain à mourir, Helmut descendit du ciel comme un sauveur, brandissant une épée rayonnante de lumière sacrée. Il s'avéra que le groupe de Tanya avait envoyé Helmut en éclaireur. Heureusement, il arriva à temps, sinon il n'y aurait peut-être pas eu un seul survivant ici. Face à la lumière sacrée descendant d'en haut, la bête démoniaque esquiva. Avec son rugissement, Helmut sentit toute l'énergie démoniaque autour d'eux être absorbée par son corps, et sa puissance de combat devint de plus en plus forte, sa vitesse de plus en plus rapide. Mais cela ne paniqua pas du tout Helmut, car il connaissait trop bien le style de combat des bêtes démoniaques. Nash avait utilisé la même technique à l'époque, leur faiblesse était toujours au même endroit, Helmut frappa de toutes ses forces, la bête démoniaque tomba par terre, quand le chef et les autres arrivèrent, l'endroit était devenu un silence mortel. Lorsqu'ils apprirent que le chef du régiment de Terek avait fui, leur compréhension se renouvela, ainsi que leur appréciation des capacités de Helmut. En nettoyant le champ de bataille, ils découvrirent que le commanditaire, Miles, avait seulement perdu connaissance. Quelle chance! Car au moins de cette façon, leur paiement était toujours garanti. Mais pour avoir mis leur équipe en danger, le chef ajusta directement la somme à 80%. Cela effraya considérablement Miles. Les pertes cette fois furent sévères et la compensation serait une somme énorme. Si elle était portée à 80%, il pourrait devoir payer la moitié de la fortune de sa famille. Mais le chef déclara que s'il ne payait pas ce prix, il le laisserait là pour se débrouiller seul. N'ayant pas d'autre choix, Miles accepta les conditions. Puis le chef demanda pourquoi ces bêtes démoniaques avaient ciblé la cargaison qu'ils escortaient. Miles voulut garder le silence. Mais le chef dit que s'il ne parlait pas, il ne reprendrait plus la mission. Alors Miles révéla le secret de ce pays. Il s'avéra qu'il n'était pas le client direct. Le véritable client était un mage nommé Antéol. Mais ces objets étaient stockés dans le temple Lumen où les mages ne pouvaient pas poser le pied. Ce temple avait vaincu le roi démon il y a 1000 ans et sa mission était de protéger le monde de la corruption démoniaque. Mais plus tard, ils utilisèrent la protection comme prétexte pour extorquer de l'argent partout et utilisèrent de la puissance sacrée pour contrôler certains pays faibles. Cependant, ils ne pouvaient pas contrôler les mages, ce qui créa un grand conflit entre les deux camps. Et ce qui l'escortait cette fois étaient des objets transportés du temple pour être étudiés par les mages. Si le temple découvrait que Miles faisait cela, il déchiquetterait sûrement sa famille. En entendant cela, Helmut ne put s'empêcher de demander, confus, « Les mages sont-ils très puissants ?» Le chef répondit définitivement. Parce qu'il y a quelques années, des mages ont presque entièrement dissous la barrière du temple. La barrière protège les humains, mais elle restreint la liberté des mages. C'est pourquoi ils ont pris une mesure aussi drastique, et cette déclaration redonna un nouvel espoir à Helmut. Puisque le temple ne pouvait pas retirer sa graine des ténèbres, peut-être que des mages puissants pourraient le faire. Avec ces pensées, le groupe quitta enfin la zone démoniaque infestée de bêtes. À ce moment-là, Helmut était excité, car demain, il pourrait rencontrer ce grand mage, mais à leur arrivée, ils trouvèrent un désert. Il n'y avait qu'un arbre tordu se dressant là, juste au moment où tout le monde était perplexe. Miles retira le collier autour de son cou, puis récita une incantation près du creux de l'arbre, comme une lumière bleue et un creux. Alors qu'une lumière bleue les enveloppait, la température autour d'eux baissa progressivement et ils purent clairement sentir qu'ils traversaient l'espace. Chacun expérimenta pour la première fois le pouvoir de la magie. Après 3 minutes, le groupe aperçut une haute tour avec un vieil homme debout en dessous. S'il ne se trompait pas, c'était le grand mage Antéol. D'un simple regard au carrosse, il sut qu'ils avaient rencontré pas mal de bêtes démoniaques pendant leur voyage. Pour les compenser, il était prêt à offrir 10 milliards comme paiement pour cette mission. En entendant ce chiffre, tout le groupe de mercenaires fut ravi, c'était l'équivalent de leur revenu habituel d'une année entière. En effet, les mages étaient tous riches comme le disait la rumeur, mais après avoir conclu la transaction, il tourna son regard vers Helmut et déclara directement qu'il connaissait son secret. Cela déstabilisa Helmut, qui était sur le point d'agir. Mais Antéol lança directement une barrière, isolant les deux du monde extérieur. Voyant la méfiance d'Helmut, il fit serment sur l'honneur d'un mage, disant qu'il ne révélerait absolument jamais son secret, bien qu'il ait effectivement quelques questions pour lui, mais avant qu'il ne puisse parler, le grand mage déclara directement son secret. Tu as une graine des ténèbres dans ton corps, mais tu n'as aucun moyen de la retirer parce que cette graine est liée à ta force vitale. Si elle est extraite, tu mourras aussi. Bien que la graine des ténèbres dévore la conscience d'une personne, tu es spécial. Tu peux contrôler la graine des ténèbres tout en cultivant simultanément le pouvoir sacré. Si je n'avais pas observé attentivement, je n'aurais pas découvert la graine des ténèbres dans ton corps à l'instant. Alors, dans des circonstances normales, les autres ne sauraient pas qui tu es. Mais en ce moment, tu ne peux pas contrôler complètement l'émission de pouvoir sombre. Si tu veux vivre comme une personne normale, tu dois faire une chose de plus, soit atteindre un royaume transcendant. Ainsi, après que le chef eut réglé le paiement de mercenaires d'Helmut, ce dernier commença son voyage en solitaire. Cependant, un jour, il fut pris pour cible par 3 bandits, qui exigèrent ouvertement qu'il remette ses pièces, sinon ils le tueraient. Ce qu'ils ignoraient, c'était que cet enfant apparemment délicat et raffiné était en fait un mercenaire de niveau 3 aux compétences exceptionnelles. Voyant qu'Helmut refusait de céder l'argent docilement, ils frappèrent directement et renversèrent le dîner d'Helmut. Pour quelqu'un qui venait de commencer à apprécier les repas chauds, c'était tout simplement inacceptable. Helmut baissa la voix et dit avec colère « Que te prends-tu pour être ?» Cette déclaration mit les bandits dans une rage totale. Le chef lança un coup de poing de toutes ses forces, mais Helmut le saisit d'une main et en augmentant la pression, l'expression de l'homme devint de plus en plus douloureuse. Voyant leur chef humilié, les deux acolytes
à ses côtés ne voulaient pas reculer non plus, balançant leurs poings et jurant en fonçant pour se faire renverser par le crochet gauche d'Helmut. Cette opération stupéfia les autres clients de la taverne. Ces trois faisaient partie de la bande Black Hawk, connue pour ses compétences explosives au combat et ses méthodes impitoyables. Battus et couverts de bleu, ils finirent par demander l'identité d'Helmut. Helmut leur dit directement qu'il était mercenaire, puis leur ordonna de déguerpir et de ne pas déranger son repas. Après tout, il n'était dans la société humaine que depuis quelques jours et n'avait pas encore vraiment profité de la nourriture. Mais l'homme qui venait de perdre 3 dents n'était pas convaincu, se cachant la bouche et disant « Tu vas voir, s'en prendre à notre bande des Black Hawk ne mène qu'à la mort ». Cette menace était comme un pet pour Helmut, mais elle terrifia le serveur de la taverne. Il dit à Helmut de partir rapidement, parce que la méthode de la bande Black Hawk est de tuer tous ceux qui les offensent sans se retenir. S'ils ne partaient pas maintenant, ces voyous le harcèleraient sûrement. En entendant cela, Helmut se sentit assez troublé. Il ne s'attendait pas à ce que battre quelques bandits cause autant d'ennuis. Après mûre réflexion, il décida de les éliminer complètement, parce qu'au fond, ces gens n'étaient pas différents des bêtes démoniaques. Faire cela reviendrait aussi à débarrasser les gens d'un fléau, mais voyant l'expression terrifiée du serveur, il décida quand même de changer de lieu pour le combat. Il dit donc au serveur qu'il serait dans la forêt, derrière le village. Si ces gens revenaient, il lui dit de leur dire de le chercher là-bas. Il ajouta qu'il reviendrait plus tard et qu'il garderait son encas nocturne et sa chambre pour lui. En attendant dans la forêt, Helmut se sentit quelque peu mélancolique à propos des événements du jour. Il manquait un peu Tanya et Fan du groupe de mercenaires. Ils étaient le premier groupe d'humains qu'il avait rencontré après avoir quitté la forêt sombre. Il pensait que la plupart des humains étaient comme Tanya et Fan, des personnes droites et gentilles capables de sacrifier leur vie pour protéger les autres. L'arrogance et l'intimidation des bandits ce jour-là n'étaient pas différentes des bêtes démoniaques, ce qui renouvela sa compréhension de la nature humaine. Alors qu'il était perdu dans ses pensées, les bandits arrivèrent dans la forêt. Helmut ne perdit pas de temps. Il sortit son arc et ses flèches et tira rapidement sur 5 personnes. Ils n'eurent même pas le temps de dire leurs derniers mots avant de tomber. Cette rapidité et ce résultat surprit quelque peu Helmut. Il avait pensé que les renforts qu'ils avaient amenés seraient quelque peu capables, mais ils étaient des débutants incapables même de rivaliser avec Tanya. Après avoir fini en 3 minutes, Helmut voulait retourner prendre son encas nocturne. Mais à ce moment-là, la graine des ténèbres dans son corps commença à s'éveiller, émettant une lumière violette. Cela fit s'effondrer Helmut à terre de douleur. Il usa rapidement du pouvoir sacré pour la réprimer. Après plusieurs efforts d'autocontrôle, bien qu'il ne soit pas dominé par l'énergie démoniaque, la douleur sourde dans sa poitrine rendait encore la respiration difficile. Helmut était complètement perplexe. Il n'était clairement pas proche des bêtes démoniaques. Alors pourquoi la graine des ténèbres s'était-elle éveillée? Son acte de tuer pouvait-il aussi exciter cette graine? Pour éviter de perdre à nouveau le contrôle, Helmut décida d'éviter ses nuisances et d'atteindre rapidement l'endroit que son maître Darion lui avait recommandé dans sa lettre, car son maître avait écrit dans la dernière lettre qu'il gagnerait plus de compétences là-bas et deviendrait peut-être assez fort pour retirer la graine des ténèbres. Mais comment éviter la bande Black Hawk et atteindre Baden en sécurité était un problème. Après mûre réflexion, Helmut décida d'utiliser le certificat de mercenaire temporaire que Tanya lui avait donné pour accepter une mission d'escorte, parce que la plupart des personnes qui engagèrent des mercenaires étaient des nobles, et la bande Black Hawk avait quelques réserves envers les nobles. Helmut emmena son certificat au centre de commission. La dame au comptoir pensa qu'il était un enfant mineur perdu, mais en voyant le certificat de niveau 3 qu'Helmut produisit, elle se mit à danser de joie. C'était la première fois qu'elle voyait un mercenaire de niveau 3 aussi jeune. Helmut exprima directement son besoin. Il voulait aller à Baden et le montant du paiement n'avait pas d'importance. Puis la dame sortit le plus petit papier d'une pile de formulaires de mission. Elle dit à Helmut que c'était une mission d'escorte. La personne à escorter était une jeune noble avec un paiement de 800 marks. Helmut accepta sans beaucoup réfléchir puisque son but était d'atteindre Baden rapidement. Mais la dame distribuant les missions expliqua que bien que cette mission fût simple, l'employeur avait une exigence. Le mercenaire devait être grand et beau. Or l'Helmut d'aujourd'hui, à cause de la bataille de la nuit précédente, ne faisait pas mieux qu'un mendiant. Pour satisfaire l'employeur, il lui fallait d'abord acheter des vêtements. Helmut entra négligemment dans une boutique de vêtements et dit au propriétaire qu'il voulait des habits qui avaient l'air haut de gamme. Le propriétaire pensa qu'il serait facile à berner et sortit rapidement des vêtements invendus depuis plus d'1 an. Puis il en rajouta dans les compliments. Après tout, Helmut n'était pas longtemps dans le monde humain, il fut trompé et les acheta pour 2000 marks. Cependant, parce qu'il était étonnamment beau, quand il mit les vêtements et retourna au hall des missions, même la dame au comptoir ne put s'empêcher de le regarder avec des étoiles dans les yeux en l'appelant chéri, mais Helmut ne comprenait pas la signification de ces 3 mots. Il répondit bêtement que son nom n'était pas chéri, mais Helmut. Cette réaction laissa la dame au comptoir sans voix sur le champ, mais ce n'était vraiment pas sa faute. Helmut, qui n'était dans le monde humain que depuis 1 mois, ne comprenait rien. Il voulait juste accepter rapidement la mission d'escorte puis partir pour Baden. Bientôt, le majordome de l'employeur arriva au hall des missions. En voyant l'Helmut grand et beau devant lui, son expression devint enthousiasmée, disant que la jeune dame serait certainement satisfaite, puis se hâta de le ramener pour faire son rapport. Mais en chemin, il rappela à Helmut que sa jeune dame était la fille d'un marquis, qu'il devait surveiller ses paroles et comportements, inquiet qu'il ne comprenne pas les règles. Il présenta le garde du manoir, Kedrick, à Helmut pour servir de référence. Puis il conduisit Helmut à la rencontre de la jeune dame, mais à ce moment-là, la demoiselle se montrait entichée, jetant un regard vers Helmut, et elle trouvait même que l'arrivée du majordome perturbait son moment seul avec Arya. Mais c'est typique des hommes, ils n'aiment pas les filles qui se jettent sur eux. Arya trouva une excuse en disant qu'il allait bientôt partir et qu'il devait retourner dans sa chambre pour faire sa valise, puis elle
partie. Lorsque Helmut et Arya se croisèrent, ils ressentirent tous deux l'aura extraordinaire de l'autre, mais puisque c'était leur première rencontre, aucun ne montra d'autre expression. Mais mademoiselle Ginja n'était pas satisfaite. Elle rattrapa rapidement Arya. En voyant Ginja ainsi que l'aura extraordinaire d'Arya, Helmut s'intéressa aussi à Arya. Il demanda négligemment quelle était l'identité d'Arya, et le majordome lui répondit qu'Arya était le meilleur élève de l'académie Greta. Helmut trouva soudain cela assez incroyable car c'était précisément l'école où il allait. Ainsi, Helmut commença sans difficulté le voyage vers Baden avec ce groupe. Mais en chemin, plus il regardait Arya, plus il lui semblait étrange, parce que la lueur émanant de lui semblait toujours familière. Enfin, le 3e jour après le départ, Helmut se rappela soudain le grand mage d'avant. C'était exact, la lueur sur Arya était celle d'un mage, mais quelle magie spécifique il pratiquait? Helmut n'en avait aucun moyen de le savoir. Pendant ce temps, Arya avait du mal, parce que mademoiselle Ginja était comme un pan, se montrant constamment à lui. Finalement, Arya dit que le voyage était long et qu'il avait besoin de se reposer. Ce n'est qu'à ce moment-là que Ginja ferma la bouche à contre-cœur. Tout au long du voyage, Helmut ne resta pas inactif non plus. Lorsqu'il assurait la garde seul la nuit, il s'entraînait secrètement à son pouvoir sacré. Mais il sentait toujours qu'après que la graine des ténèbres s'était éveillée la dernière fois, des changements s'étaient produire dans son corps. La circulation du pouvoir sacré en lui n'était pas tout à fait fluide. Ce qu'il ignorait, c'était qu'à chaque fois qu'il s'entraînait, il était surveillé par un pigeon envoyé par Arya. Mais la clarté de voir le monde à travers les yeux des animaux restait limitée. Ainsi, Arya ne savait qu'Helmut était un mercenaire relativement fort, mais ne pouvait recueillir d'autres informations à son sujet, jusqu'au jour où Arya et Helmut montrèrent enfin clairement leur véritable puissance, car Helmut avait tué des membres de la bande Blackhawk, ce qui avait directement enragé ce groupe. Ils envoyèrent plus d'une douzaine de personnes pour traquer Helmut. Pour éviter de blesser ses nobles, les assassins droguèrent d'abord l'eau d'une source sur la route du convoi avec un somnifère, faisant s'effondrer toutes les personnes des nobles. Mais Helmut avait un sens de l'odorat exceptionnellement aigu. Il détecta immédiatement que quelque chose n'allait pas avec l'eau. Quand tout le monde tomba, il versa discrètement l'eau de sa coupe. Alors que l'eau s'infiltrait dans le sol, les assassins cessèrent de se cacher et se révélèrent, mais voyant qu'Helmut ne s'était pas effondré, leurs visages montrèrent plus de choc que de curiosité, car le chef des assassins envoyé par la bande Blackhawk était l'ancien chef et vice-chef du régiment de Tariq. Après leur fuite, ils étaient devenus des commandants solitaires et pour survivre, ils avaient rejoint la bande Blackhawk. Ils n'avaient pas prévu que leur première mission serait de traquer Helmut, mais ils n'avaient aucune intention de montrer un vieux sentiment. Ils dégainèrent directement leur lame pour frapper Helmut. Mais avant de pouvoir s'approcher d'Helmut, l'assassin fut projeté en arrière par une boule de foudre. Arya apparut entourée d'éclairs, disant « Partez maintenant si vous ne voulez pas mourir ». Mais clairement, ces assassins n'étaient pas effrayés par le jeune homme devant eux. Ils se dispersèrent directement et commencèrent à attaquer Arya et Helmut, mais Helmut ne voulait pas révéler son pouvoir sacré devant Arya à ce moment-là. Alors il combattit en reculant jusqu'à se retirer profondément dans la forêt. Ce mouvement fit penser aux assassins que la force d'Helmut était insuffisante, c'est pourquoi il esquivait. Ce n'est que lorsque Helmut rassembla tout son pouvoir sacré dans son épée que les assassins réalisèrent qu'ils l'avaient sous-estimé. La force d'Helmut dépassait largement la leur. En seulement 3 coups, Helmut avait déjà mis l'assassin à terre, incapable de se relever, mais Helmut ne tua pas cet adversaire vaincu. Parce que la dernière tuerie lui avait fait comprendre qu'il ne devait absolument jamais donner une opportunité au siège des ténèbres. Pendant ce temps, le combat du côté d'Arya était clairement plus spectaculaire. Il activa un cercle magique, transformant toutes les pierres au sol en armes qui s'écrasèrent sur les assassins, lançant même des attaques électriques, électrocutant les assassins approchant jusqu'à ce qu'ils soient carbonisés à l'extérieur et tendres à l'intérieur. Étant à l'intérieur du cercle magique, ces assassins ne pouvaient s'échapper même s'ils le voulaient et durent finalement accepter le sort d'être liés ensemble par le sort d'Arya. Lorsque Helmut revint, Arya lui jeta directement un paquet de cordes, lui disant de lier les assassins et de les emmener à la prison de Baden. Ce n'est qu'alors qu'Helmut réalisa à quel point il avait été stupide à l'instant. La façon dont le monde humain punissait les méchants était de les enfermer, il aurait dû ramener l'assassin qu'il avait vaincu. Pendant qu'Helmut attachait les méchants, Arya demanda pourquoi il ne s'était pas effondré plus tôt. Mais la réponse d'Helmut fut simple, c'était juste parce qu'il n'avait pas bu cette coupe d'eau, puis demanda pourquoi Arya ne s'était pas effondré non plus. Arya répondit qu'il était mage et que son corps pouvait se purifier automatiquement. Cela rappela à Helmut la couche de lumière qui recouvrait Arya. Il demanda directement si c'était l'effet de cette aura. Cette déclaration surprit beaucoup Arya car seules les personnes dotées de capacités très fortes pouvaient voir de telles choses. Il demanda à Helmut pourquoi il l'avait vu mais ne lui avait pas posé de questions à ce sujet. Helmut répondit « Si tu ne veux pas en parler, je ne demanderai pas ». Cette déclaration fit naître chez Arya un sentiment différent envers ce jeune homme. Après être arrivé à Boden, Helmut trouva la personne mentionnée dans la lettre de son maître. L'autre partie était clairement encore plus excitée que lui. Il ne cessait de demander des nouvelles de son maître Darion. Apprenant que Darion était décédé, Kudro exprima un profond regret et dit ouvertement que Darion lui avait autrefois sauvé la vie. Puisqu'il était déjà décédé, il rembourserait cette dette à son disciple. Il dit à Helmut qu'il pouvait faire n'importe quelle demande, mais Helmut n'avait pas d'autres exigences particulières. Entrer à l'académie pour étudier suffisait, cela troubla assez Kudro. Bien qu'il soit professeur à l'académie, il n'avait pas l'autorité pour organiser directement l'inscription des étudiants. Pour s'inscrire, il fallait d'abord réussir des tests. Les tests étaient divisés en 2 étapes, écrite et martiale.
Pour évaluer la force d'Helmut, Kudro le conduisit d'abord à sa salle d'entraînement pour tester sa capacité de combat. Le critère d'essai était de fendre une souche d'arbre plus épaisse que sa taille, mais la seule arme qu'il pouvait utiliser était une épée en bois. Helmut brandit l'épée en bois qu'il tenait, rassembla son pouvoir sacré et frappa. La souche se transforma instantanément en un tas d'éclats, laissant Kudro stupéfait. Mais il se ressaisit rapidement. Helmut était le disciple du premier épéiste d'Arion, donc sa capacité de combat ne pouvait naturellement pas être sous-estimée. Puis Kudro dit à Helmut que la prouesse martiale seule ne suffisait pas. Il y avait aussi un test écrit. En entendant cela, Helmut se sentit quelque peu étranger à ces deux mots, test écrit, car toute sa vie, il connaissait moins de 100 caractères, et encore moins passer un examen. 10 minutes plus tard, Kudro fit également l'expérience du niveau éducatif d'Helmut. Helmut prit les épreuves, mais son score combiné sur 6 papiers n'atteignit même pas 20 points. Comment quelqu'un de ce niveau pourrait-il passer l'examen? Et il restait moins de 15 jours avant l'examen, mais Helmut semblait très détendu, disant simplement qu'il ferait appel à Kudro pour le tutorat. Mais cela fut refusé par Kudro car il était professeur et ne pouvait pas donner de cours particuliers aux étudiants. S'il était découvert, les deux seraient disqualifiés. Cela fit pour la première fois ressentir à Helmut un sentiment d'impuissance, mais ensuite Kudro sembla se souvenir de quelque chose. Il dit qu'Helmut pouvait trouver le meilleur étudiant parmi les élèves pour le tutorat. S'il pouvait étudier avec lui, réussir l'examen ne devrait pas poser problème. C'était juste qu'il était toujours plutôt distant, donc le convaincre d'enseigner pourrait être un peu difficile. Mais Helmut indiqua qu'il avait déjà rencontré Arya auparavant, bien qu'ils ne soient peut-être pas amis. Du moins, ils étaient quelque peu familiers. Cette déclaration surprit énormément Kudro. Ensuite, Helmut sortit directement pour chercher Arya. Mais lorsqu'Arya entendit le but d'Helmut, il refusa directement, disant qu'il détestait le plus ce type d'épéiste simple d'esprit et physiquement fort. Il ne l'aiderait pas à étudier, mais Helmut ne voulait pas abandonner si facilement. Selon sa compréhension des humains, ils aimaient tous l'argent. Tant qu'on offrait assez d'argent, l'autre partie céderait certainement. Voyant Arya s'apprêter à partir, Helmut exprima directement son idée, disant qu'il ne le laisserait pas aider gratuitement, il le paierait en compensation. Effectivement, Arya s'arrêta en entendant cela, mais pas parce qu'il était tenté par les paroles d'Helmut, mais parce qu'il pensait qu'Helmut l'insultait et allait répliquer immédiatement. Mais après réflexion, il cita directement un prix de 100 000 marks. Il pensa qu'Helmut n'avait pas autant d'argent, donc ce fut une insulte renvoyée. Mais Helmut accepta directement cette condition, disant même de l'attendre ici pendant qu'il revenait le chercher. Cela mit Arya dans une position difficile, il ouvrit directement la porte et s'enfuit vers sa salle de classe. Le lendemain, Helmut arriva à la salle de classe d'Arya comme promis avec l'argent des cours, puis fourra un sac de pièces d'or dans les mains d'Arya. Cela força Arya à commencer à tutorat Helmut. Mais pendant qu'il l'aidait, il réalisa à quel point il était difficile d'enseigner à un élève de niveau maternel jusqu'au niveau universitaire en 15 jours. Bien que le cerveau d'Helmut fût suffisamment capable, puisqu'il avait grandi en survivant avec des bêtes démoniaques, sa pensée était plutôt simple pour toutes les questions morales et éthiques. Il évitait parfaitement les bonnes réponses, laissant Arya sans voix. Il dut commencer à corriger Helmut à partir de l'éthique humaine et de l'éducation morale. Bientôt, ce fut le jour de l'examen d'entrée. Arya attendit Helmut sur le site d'examen et ne partit qu'après avoir entendu Helmut dire que son test écrit s'était bien déroulé. Il ne faisait pas cela entièrement par souci pour Helmut. Plutôt, en tant que meilleur élève de l'académie, si le premier élève qu'il avait tutoré ne pouvait même pas passer l'examen d'entrée, il perdrait la face. Ensuite vint le test de combat pratique. Helmut arriva dans la zone d'attente et avant de pouvoir voir clairement combien de personnes se trouvèrent à l'intérieur, il fut arrêté par quelqu'un qui semblait sympathique, disant vouloir faire connaissance avec Helmut, ce qui mit Helmut sur ses gardes. Parce qu'après avoir passé du temps dans le monde humain, il comprenait qu'il n'y avait pas d'amour sans raison, sa pensée était juste, cette personne avait seulement entendu dire qu'Helmut était tutoré personnellement par Arya et pensait qu'il y avait une famille impressionnante derrière lui. Il voulait donc l'utiliser, il ne s'attendait pas à ce qu'Helmut lui dise directement qu'il était juste un orphelin. Cela fit que l'homme, qui était amical quelques instants auparavant, changea immédiatement d'expression. L'insultant même, les roturiers devraient agir comme des roturiers. Tu devrais marcher la tête baissée à l'école à l'avenir, ne prends pas cet air arrogant. À ce moment-là, le surveillant interrompit ce conflit et rappela la règle de l'école selon laquelle l'Académie Greta n'autorisait pas la discrimination de genre ou de classe. Bien que l'homme fût en colère, il n'osa pas offenser l'enseignant car dans 5 minutes, ils passeraient tous à la prochaine épreuve du test de capacité au combat. Alors que le surveillant annonçait les règles de la compétition, tout le monde commença à prendre cette bataille au sérieux. Car lors du deuxième tour des matchs, ils combattraient de vraies personnes et pourraient facilement se blesser s'ils n'étaient pas prudents. Assis dans la salle d'examen, Helmut sentit clairement que le groupe de personnes hostiles le regardait comme des bêtes démoniaques. Leur regard hostile et méprisant était simplement dû au fait qu'il était un roturier. Il ne leur avait pas peur, mais s'ils utilisaient des coups bas, ils devaient quand même rester sur ses gardes. La première étape de l'examen consistait à trancher du bois de santal noir avec une épée, mais l'arme devait être une épée en bois, ce qui signifiait qu'ils ne pouvaient se compter que sur leur propre force pour réussir. Mais pour Helmut, ce n'était pas du tout difficile. Lorsqu'il s'entraînait à l'escrime avec son maître, il avait toujours utilisé des épées en bois pour fendre des arbres. Helmut concentra toute sa puissance mentale dans son épée, et d'un coup d'épée décontracté, la souche fut fendue en 2 parties. Cette rapidité laissa même le professeur qui surveillait les examens depuis 10 ans stupéfait sur place, car il était le seul étudiant jusqu'ici à l'avoir fendu en un seul coup. Lorsque Helmut sortit de la salle d'examen, l'homme qui l'avait provoqué plus tôt ne semblait clairement pas le croire. Il déclara que Helmut avait forcément triché, cela laissa également Helmut sans voix. Ensuite, l'examen entra dans la deuxième phase, le combat réel avec une durée limitée à 8 minutes. Pendant l'examen, les candidats s'affronteraient un contre un, et les officiels superviseraient tout au long. Mais le critère d'admission ne consistait pas à admettre les vainqueurs. Ils exigeaient seulement que les candidats démontrent leurs compétences en escrime, pas à vaincre leurs adversaires. Avec cette déclaration, tous les candidats furent un peu confus.
Quel était exactement le critère d'admission et comment devait-il s'y prendre? Mais Helmut ne paniqua pas du tout, car il était confiant que ce soit la compétence à l'épée ou la force, il pourrait réussir l'examen. Mais l'homme ne pensait pas ainsi. Il déclara même devant Helmut à son compagnon que ce roturier n'avait certainement pas reçu d'entraînement formel, donc s'il le combattait, il serait facile d'être admis. Ces provocations répétées finirent par mettre Helmut en colère. Il redressa le dos et s'approcha de l'homme, seulement pour être moqué comme un débutant sans soutien familial. Eh bien, dans la société humaine, il semblait que pour mesurer la force d'une personne, on ne regardait pas seulement sa propre force, mais aussi son statut familial et sa position. Helmut voulait vraiment lui rentrer dedans tout de suite, mais sa tâche principale était d'entrer à l'académie, et les compagnons de l'homme le conseillèrent de ne pas causer d'ennui, donc leur dispute s'apaisa. Bientôt, le deuxième examen commença. En tant que premier à entrer dans la salle d'examen, Helmut fut opposé à un garçon nommé Aten. Mais de même, après que ce garçon apprit qu'Helmut était un roturier, il pensa du fond du cœur qu'Helmut était un brute non entraîné. Mais lorsqu'il lança sa première attaque, Helmut l'évita parfaitement, puis utilisa l'énergie de son épée pour le projeter directement au sol. Cela choqua le surveillant qui dit rapidement à Helmut d'arrêter d'attaquer, mais les règles de l'examen exigeaient d'observer les compétences en escrime du candidat durant 8 minutes. Une minute était bien trop courte pour voir quoi que ce soit. L'officiel leur dit donc de continuer à se battre, mais leur donna des conseils. L'escrime d'Helmut était trop meurtrière, chaque coup visant à tuer son adversaire. Athènes n'avait clairement pas utilisé toute sa force en le sous-estimant, alors l'officiel suggéra à Helmut de ne pas penser à comment vaincre son adversaire, mais plutôt comment lui apprendre à pratiquer l'escrime, ainsi les mouvements qu'il montrerait seraient complètement différents. En entendant ces paroles, Helmut se rappela la scène où son maître Darion lui avait enseigné et comprit instantanément ce qu'il voulait dire. Ayant entendu cela, Ayton réalisa aussi son erreur, il s'excusa auprès d'Helmut et déclara sincèrement qu'il utiliserait toute sa force lors du prochain combat.